Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici des titres à la une de l'actualité. C'était un moment de ferveur pour beaucoup de fidèles congolais. Ce mercredi matin, le pape François a célébré une messe géante à l'aéroport de Ndolo face à une foule de plus d'1 million de fidèles à l'occasion de sa mini-tournée africaine. Au Cameroun, depuis ce mercredi 1er février, les prix à la pompe ont augmenté de 15%. Dans le même temps, l'État camerounais a revalorisé le SMIC. Il passe donc de 36 000 francs CFA à 41 850 francs CFA, une première depuis 2014. Et dans la Corne de l'Afrique, les éleveurs nomades attendent depuis plus de 2 ans des précipitations qui ne viennent pas. Conséquence directe de ce manque d'eau, de nombreux éleveurs sont forcés de vendre ce qu'il reste de leur bétail. Ils étaient plus d'1 million de fidèles congolais à participer à la messe du pape ce mercredi à Kinshasa, un moment de ferveur suivi à travers toute la République démocratique du Congo, le plus grand pays catholique d'Afrique. La veille déjà, de nombreux Congolais avaient rejoint l'aéroport de Ndolo pour s'assurer une place idéale, avec pour espoir entrevoir le pape François. Retour sur cette journée avec Émeric Torquignon. Debout assis sous un soleil intense, plus d'1 million de personnes ont assisté ce mercredi matin à la messe célébrée par le pape François à Kinshasa en RDC. L'espace aménagé à l'aéroport de Ndolo pour la circonstance grouillait de monde. Chants religieux, danses et prières ont meublé la cérémonie. Plus de 700 choristes ont été mobilisés à l'occasion. Et comme on s'y attendait, le message du souverain pontife était orienté sur la paix. Alors que dans les cœurs des disciples ce sont des ruines, Jésus proclame la paix. Alors qu'ils ressentent en eux la mort, il annonce la vie. En d'autres termes, la paix de Jésus survient au moment où tout semble fini pour eux, au moment le plus inattendu et inespéré, où il n'y a aucune lueur de paix. Ainsi fait le Seigneur. Il nous étonne, il tend la main lorsque nous sommes sur le point de sombrer. Il nous relie quand nous touchons le fond. Un message opportun et très attendu par des millions de Congolais. Le pays traverse des moments difficiles depuis plusieurs décennies. À l'est, des centaines de personnes sont tuées et d'autres vivent dans la peur, terrorisées par des groupes armés comme le M23. Nous sommes très contents de voir aujourd'hui le pape François venir au Congo. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, des conflits par-ci, par-là, conflits politiques, tout ça, ça ne marche pas. Donc nous devons seulement, le pape devait que venir. Face à la guerre et aux violences dans la région, le pape exhorte les chrétiens à promouvoir la paix. Dans un monde découragé par la violence et la guerre, les chrétiens doivent faire comme Jésus. Il a répété avec insistance aux disciples « Que la paix soit avec vous » et nous sommes appelés à faire la nôtre et dire au monde cette annonce inespérée et prophétique de paix. Cette messe très attendue par des centaines de milliers de chrétiens catholiques congolais a permis au pape d'appeler les groupes armés de déposer les armes. Jeudi, le souverain pontife prévoit une rencontre avec des victimes venues d'Ituri, du nord et du sud Kivu, région sous la coupe des groupes rebelles empêtrés dans la guerre du Kivu depuis les années 2000. En RDC, toujours au premier jour de sa visite, le pape François a condamné le colonialisme économique qui fait rage sur le continent. Pour le souverain pontife, il est temps de cesser d'étouffer l'Afrique, qui n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Émeric Torquignon. C'est en début d'après-midi que l'avion du pape a atterri mardi à Kinshasa. Il est accueilli à sa descente par le Premier ministre. Dehors, une foule en liesse attendait le souverain pontife, dont le cortège en partance pour le palais présidentiel de la RDC a été salué chaleureusement par des centaines de Congolais. Au palais de la Nation, le pape est reçu par le président Félix Tshisekedi. S'ensuit un discours très attendu qui a tenu toutes ses promesses. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique.
cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Choc et incisif, les propos du pape dénoncent une mainmise sur l'Afrique, en particulier sur la République démocratique du Congo, pays riche d'immenses ressources naturelles. Le souverain pontife s'insurge contre ce qu'il qualifie de colonialisme économique du continent africain. Ces terres, et plus généralement tout le continent africain, continuent à subir diverses formes d'exploitation. Ce mouvement, qui sort de l'inconscient de tant de cultures et de peuples, l'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. L'exploitation politique a fait place à un colonialisme économique tout aussi asservissant. En conséquence, ce pays, massivement pillé, n'a pas suffisamment profité de ses immenses ressources. Paradoxalement, les richesses de sa terre l'ont rendu étranger à ses habitants même. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. La RDC est confrontée à plusieurs conflits armés, surtout dans l'Est, depuis au moins 3 décennies. La visite du pape intervient alors que le pays fait face à la résurgence du groupe armé M23 qui a conquis ces derniers mois de vastes pans de territoire dans le Nord Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda. Occasion pour le pape d'appeler le reste du monde à regarder de plus près la situation en RD Congo. Nous ne pouvons pas nous habituer au bain de sang qui a marqué ce pays pendant des décennies, causant des millions de morts qui restent pour la plupart inconnus ailleurs. Ce qui se passe ici doit être connu. Les processus de paix actuels, que j'encourage vivement, doivent être soutenus par des actes concrets et les engagements doivent être maintenus. Le pape a également demandé à la communauté internationale de laisser l'Afrique devenir elle-même protagoniste de son propre destin. Le pontife aurait voulu se rendre à Goma, au plus près des victimes de la guerre à l'Est, mais la situation sécuritaire dans la zone en a dissuadé les autorités congolaises. Et après la RDC, c'est au Soudan du Sud que le pape François poursuivra son voyage en Afrique pour une visite de 3 jours, une première dans ce pays majoritairement chrétien. Cette visite de paix suscite à Djouba, la capitale, une immense attente. Mathieu Nicolas. Comme à Kinshasa il y a quelques jours, Djouba se prépare à recevoir le pape. Dans les rues de la capitale, des affiches et des peintures murales à l'effigie du souverain pontife sont un peu partout. Et parfois, on peut y lire des messages comme ici, amour, espoir et paix. Car le Soudan du Sud est loin d'être un pays pacifié, la guerre civile fratricide a détruit tout sentiment d'unité nationale. En fait, nous sommes en tant que Soudanais du Sud, nous sommes très heureux parce que depuis 1 an, nous attendons l'arrivée du pape. Et c'est très intéressant de le voir à Djouba vendredi. Nous sommes donc tous heureux et nous nous réjouissons des bénédictions du pape. 6 mois d'attente, c'est long. Sa visite prévue au mois de juillet dernier avait été reportée en raison d'un problème au genou. La très attendue arrivée du souverain pontife est vue comme un pèlerinage de paix et les Soudanais du Sud, tout comme les Congolais, espèrent que la présence du pape François fera renaître un esprit de fraternité dans leur pays. Nous devons tous être là pour pouvoir entendre les bonnes nouvelles, pour pouvoir dire aux gens à l'extérieur qu'il est important pour nous, qu'il est temps de faire la paix. Nous n'avons plus besoin de nous battre. Nous nous sommes assez battus et nous devons apporter la paix à notre peuple. Nous le devons. La paix commence avec nous. Et puisqu'elle commence avec nous, nous devons profiter de cette paix qui est déjà là au Soudan du Sud. Le pape est attendu vendredi à Djouba pour un séjour de 3 jours qui se terminera par une messe dimanche, animée par la chorale de Djouba, un ensemble de 300 bénévoles issus de toutes les églises de la ville qui a composé certains chants pour cette occasion unique. C'est la première fois qu'un pape se rend dans le pays.
Les prochaines élections présidentielles au Sénégal n'auront pas lieu avant 2024, mais la possible candidature pour un troisième mandat du président en exercice Macky Sall agace plusieurs organisations de la société civile. Elle demande au chef de l'État de clarifier ses ambitions le plus rapidement possible. Pour les oppositions, un troisième mandat du président Macky Sall serait une provocation qui pourrait engendrer le chaos dans le pays. En République centrafricaine, le gouvernement a décidé de mettre les bouchées doubles pour renforcer les capacités des infrastructures socio-économiques du pays. Après la création d'un port sec pour faciliter le mécanisme des flux commerciaux du pays, un hôtel des douanes a été inauguré lundi par le président Faustin Archange Touadéra. Compte rendu de notre correspondant Roland Jean-Paul Chibinda. L'hôtel des douanes, un imposant édifice qui est la suite logique des stratégies de renforcement et de restructuration des infrastructures socio-économiques du pays par les autorités de l'État. La douane contribue en grande partie à cette mobilisation avec les impôts. Et si vous voyez, je crois que dans le discours du ministre, il vous a brossé tout ce qui est en train d'être fait pour améliorer les conditions du travail des douaniers et aussi des procédures technologiques pour la collecte de ces recettes et pour les orienter vers le trésor. Ce qui est véritablement recherché ici à travers cet immeuble, c'est la valorisation des services de la douane pour aider à la mobilisation des recettes de l'État et au renforcement du capital humain. Toutes ces infrastructures vont aider à la mobilisation des recettes. Mais il y a aussi le travail à faire au niveau du capital humain, former des douaniers compétents et en grand nombre pour couvrir l'ensemble du pays parce que à travers différentes de nos frontières, il y a des actes douaniers à poser, notamment sur le cours d'eau. Et vous voyez, nous sommes en train de travailler sur le corridor 13 pour ouvrir la voie à partir de Brazzaville en direction de Bangui. Là aussi, c'est des activités à mener pour mobiliser des ressources à ce niveau. Cet hôtel des douanes est une grande première en la matière depuis 1960 en République centrafricaine. Et il arrive à point nommé mieux faire optimiser les performances des services douaniers. Cet immeuble que nous inaugurons est un chef-d'œuvre ultra-moderne et futuriste, car sa réalisation tient compte de la concentration des technologies et est respectueux des normes de qualité et de sécurité. C'est un bâtiment R+3, comprenant plus de 40 pièces, dont une salle de conférence multimédia ultramoderne d'une capacité de 200 places assises, capable d'abriter les conférences, séminaires et colloques de dimension internationale. Il est important de préciser que cette salle de conférence porte le nom de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Point n'est besoin de douter de l'engagement fort du chef de l'État centrafricain à transcender tous les obstacles pour que la République centrafricaine, hier moribonde, retrouve progressivement une santé de fer qui lui permettra d'atteindre son objectif de relèvement socio-économique. Au Cameroun, le président a décidé de revaloriser l'équivalent du SMIC. Il passe de 36 000 francs CFA, l'équivalent de 55 €, à environ 62,5 €. C'est une première depuis 2014. L'annonce de cette augmentation intervient alors que les Camerounais doivent faire face à une montée des prix du carburant. Chimène Baleba, Pierre Parfait Dongo et Cyril Guijaï. Cette série de mesures était inévitable après la réduction de 50% des subventions allouées aux produits pétroliers au Cameroun. Dès ce 1er février, les nouveaux tarifs sont actés dans la quasi-totalité des stations-service. Le litre d'essence est passé de 630 à 730 francs CFA, soit 1,11 €. Quant au litre de gasoil, il passe de 575 à 720, soit 1,10 €. Nous avions, n'est-ce pas, fait des réunions, que ce soit au ministère du Commerce, que ce soit la CSPH. On nous a démontré que pour que le Cameroun soit en paix, normalement le litre de carburant devait être à 1000 francs. Si aujourd'hui nous sommes encore à 700 francs, on se dit que l'État continue à supporter. En effet, cette décision résulte d'une concertation entre le gouvernement et les syndicalistes du secteur des transports.
tenue hier, mardi. Cette station à essence a dû ronger ses pompes pour se conformer à cette hausse à laquelle les consommateurs devront s'arrimer. L'arrêté du Premier ministre est sorti hier à 17 h. On ne pouvait plus traiter nos commandes compte tenu des délais. Du coup, les commandes ont été annulées pour qu'on réajuste les nouveaux prix. Donc nos commandes seront traitées probablement aujourd'hui quand on va nous communiquer les nouveaux prix d'achat. Une augmentation qui n'enchante pas les populations. Pour assurer les ménages, le prix du gaz domestique et du pétrole lampant sont restés stables. Le salaire des fonctionnaires augmente de 5,2% et pour la première fois depuis 9 ans au Cameroun, le salaire minimum interprofessionnel garanti est revalorisé à 41 875 francs CFA. Nous passons notre temps, n'est-ce pas, à sensibiliser nos membres pour leur dire que vraiment 100 francs et 145 francs qu'on a augmenté, l'État ne pouvait plus supporter. Nous tenons des assemblées générales, nous tenons des réunions pour leur montrer que vraiment l'État était à bout. Jusqu'ici, l'État camerounais supportait une enveloppe de 775 milliards de francs CFA par an pour maintenir inchangés les prix des hydrocarbures. Mission impossible en 2023 face aux exigences du FMI et le contexte économique international. Et ce verdict au Cameroun toujours. Ce mercredi, le tribunal criminel spécial de Yaoundé a condamné à 30 ans de réclusion criminelle l'ex-ministre de la Défense Edgar Alain Mebengo pour détournement de deniers publics. À sa suite, son épouse Bernadette Mebengo et leurs 3 co-accusés ont eux aussi écopé de lourdes peines de prison allant de 9 ans à 25 ans. Retour sur cette actualité avec Gaël Jacam et Pierre Parfait-Nogo. Fin de course pour Edgar Alain Mebengo et ses complices, accusés de détournement de deniers publics. La sentence est tombée hier, mardi 31 janvier 2023. L'ancien ministre de la Défense, en détention depuis mars 2019 à la prison centrale de Kondengui, vient d'être condamné à 30 ans de prison par le tribunal criminel spécial. Sur les 5 chefs d'accusation retenus contre lui, il est reconnu coupable de 4, à savoir le détournement de plus de 23 milliards de francs CFA, le blanchiment aggravé de capitaux, la prise d'intérêt et la corruption. Si celui qui aura longtemps servi l'État du Cameroun a été acquitté dans l'accusation de violation du Code des marchés publics, dont le préjudice pour l'État a été estimé à 196,8 milliards de francs CFA, sa peine a cependant été assortie d'une confiscation de son impressionnant patrimoine, composé au total de 53 immeubles, 21 comptes courants sur lesquels ont été trouvés plus de 300 millions de francs CFA, 39 véhicules et engins lourds. Comme lui, son épouse Bernadette Mebengo est reconnue coupable et écope quant à elle de 10 ans de prison pour complicité de détournement de 5 milliards de francs CFA. Pour ce qui est de ses anciens collaborateurs, Maxime Léonard Banguet, inspecteur du Trésor et ex-conseiller technique au ministère de la Défense, et le colonel Elim Boutou, ils sont condamnés chacun à 25 ans de prison ferme pour détournement d'une enveloppe allant de 6 à 16 milliards de francs CFA. Quant au dernier sur la liste des accusés, Victor Meignier, ancien directeur général adjoint de la Société camerounaise de banque, la SCB, il s'est vu acquitter des accusations de corruption qui pesaient sur lui, mais est reconnu tout de même coupable de complicité de blanchiment aggravé de capitaux, ce qui lui vaut 9 ans de détention ferme. Un verdict du tribunal criminel spécial, contesté par les avocats de la défense, qui ont, à l'unanimité à l'issue de cette audience, dénoncé les peines prononcées contre leurs clients, tout en annonçant qu'ils allaient interjeter appel. Une démarche qui, rappelons-le, est prévue dans la loi régissant le TCS, qui stipule que les accusés ont le droit de négocier le remboursement du corps du délit et bénéficier d'une relaxe. Et dans la Corne de l'Afrique, les éleveurs nomades attendent depuis plus de 2 ans des précipitations qui ne viennent pas. Conséquence directe de ce manque d'eau, les pâturages sont devenus poussière, ce qui oblige de nombreux éleveurs à vendre ce qu'il reste de leur bétail et quitter leur village. Lorraine Mabou. Ce sol aride n'a pas connu de pluie depuis plus de 2 ans. Dans ce village d'El Gel, aux confins de l'Éthiopie et de la Somalie, 2/3 du bétail sont décimés en raison de la sécheresse qui sévit dans la zone depuis plusieurs années. Conséquence, des éleveurs nomades veulent quitter le village ou se reconvertir. C'est le cas de Mohamed Hassan Gouret, berger de 32 ans. Il a perdu 215 chèvres sur 250 qu'il possédait.
J'ai décidé de passer d'une vie de berger à un nouveau mode de vie. Je veux créer une entreprise, même si c'est une petite entreprise, juste pour prendre soin de ma famille. Depuis de longues années, les nomades de la Corne de l'Afrique sillonnent des régions en quête de pâturage et de points d'eau pour leurs bêtes. Mais depuis 2020, les pâturages sont devenus poussière, les puits se sont taris. De nombreux nomades sont contraints d'abandonner leur vie itinérante et autosuffisante pour une existence sédentaire, reposant sur l'aide humanitaire dans les villes ou dans des camps de déplacés. Maintenant, la vie des gens est en danger. La majorité des gens ont quitté le village à cause de la famine et ceux qui restent ici n'ont rien. Des dizaines de milliers d'éleveurs sont confrontés au même dilemme, partir ou rester. Le choix est vite fait pour Bélé Kalbin Nour, jeune homme de 29 ans qui ne se voit nulle part ailleurs que derrière ses brebis. Malgré la perte de 90% de son troupeau, il s'accroche à la dizaine de chèvres qu'il lui reste. Je ne sais faire autre chose que d'être un berger nomade. Je ne suis pas éduqué et je ne sais pas comment cultiver. C'est le seul moyen que je connaisse pour survivre. Selon l'ONU, cette sécheresse a plongé 12 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë en Éthiopie. Plus de 4 millions de têtes de bétail sont mortes depuis fin 2021 et 30 millions d'autres, affaiblis et émaciés, sont menacés. La prochaine saison de pluie de mars à mai s'annonce également insuffisante. De mauvaises nouvelles qui laissent présager des moments encore difficiles pour les bergers. Au Mali, une défenseure des droits humains dans le viseur de la junte, les dirigeants de la Corne de l'Afrique qui s'unissent contre les Chebabs en Somalie et le 2e anniversaire du putsch en Birmanie. C'est le reste de l'actualité réalisée par Souilas Bailly et Noël Dong. Une défenseure des droits humains au Mali aurait été violemment dénigrée par les partisans de la junte après avoir dénoncé à l'ONU la situation sécuritaire du pays et l'implication, selon elle, des nouveaux alliés russes de l'armée nationale dans de graves violations. Aminata Shir Diko, vice-présidente de l'Observatoire de Kizal, a souligné vendredi dans une intervention filmée devant le Conseil de sécurité les exactions qu'auraient commises les terroristes et l'implication des partenaires militaires russes de l'armée malienne dans la commission de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La junte crie au complot. Dans la foulée, le collectif pour la défense des militaires, réputé proche de la junte, a porté plainte contre Aminata Shir Diko. Le collectif l'accuse d'usurper le titre honorifique de la société civile malienne pour s'attaquer à l'armée et aux autorités du pays. Les chefs d'État de la Corne de l'Afrique ont annoncé mercredi leur volonté de donner une impulsion finale pour libérer complètement la Somalie des Chebabs, visée ces derniers mois par une vaste offensive des forces pro-gouvernementales. Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a accueilli ce mercredi dans la capitale, Mogadiscio, ses homologues djiboutiens et kenyans, Ismail Omar Guelleh et William Ruto, et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, à la faveur d'un sommet régional qui a pour but de discuter des moyens de faire face ensemble à l'insurrection armée des Chebabs qui subissent de lourdes pertes sur le terrain ces dernières semaines. Une grève silencieuse a été observée ce mercredi dans les grandes villes de Birmanie afin de marquer le 2e anniversaire du putsch militaire du 1er février 2021, accusant la Ligue nationale pour la démocratie d'avoir truqué les élections législatives de novembre 2020. L'armée a chassé du pouvoir il y a 2 ans le gouvernement de la dirigeante démocratiquement élue, Aung San Suu Kyi. Le coup d'État a plongé le pays d'Asie du Sud-Est dans le chaos et la répression sanglante de vastes manifestations par les forces de sécurité. Tous les regards sont tournés vers une éventuelle annonce de la junte concernant la prolongation de l'état d'urgence et le report des élections promises pour l'été. Outre-Manche, la grogne monte aussi. Le Royaume-Uni a été marqué ce mercredi par une journée de grève massive. À Londres, notamment, plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer une hausse des salaires alors que l'inflation dépasse 10% depuis des mois. Les grévistes dénoncent le projet de loi dont le but est d'instaurer un service minimal en cas de débrayage dans une multitude de services publics. Il s'agit de la plus grande manifestation de ce type depuis plus de 10 ans.
Et en France, au lendemain de la deuxième journée de grève contre la réforme des retraites, on peut se demander si la mobilisation va monter d'un cran supplémentaire. Selon les autorités, 1,7 million de personnes sont descendues manifester mardi contre 2,5 millions pour les syndicats. Et pour les leaders de la CGT et de la CFDT, le gouvernement est trop éloigné de la réalité des Français. Écoutez. On entend la Première ministre, le Président de la République, voire le ministre de l'Intérieur avoir des propos sur les gens qui seraient feignants parce qu'ils ne voudraient pas travailler 2 ans de plus. C'est ne pas connaître la réalité du boulot, quoi. Enfin, il suffit d'aller dans des entreprises, à l'hôpital, dans plein d'endroits pour savoir ce que c'est que le boulot. C'est juste ça que je dis, mais ça fait longtemps qu'on le dit qu'il y a un petit décalage entre les déclarations dans les ministères et la réalité du travail. Il y a une impasse à se comporter comme ça. Donc maintenant, il faut entendre. Il y a des mobilisations historiques. Moi, j'ose dire qu'aujourd'hui, 31 janvier 2023, on a une des plus grandes manifestations qui soit organisée dans notre pays depuis des dizaines d'années. Eh bien, il faut que le gouvernement entende, parce qu'autrement, on ira vers un problème démocratique. Nouvel acte dans le projet de loi immigration en France. Expulsion, régularisation de certains travailleurs sans papier, réforme du droit d'asile. Ce mercredi, le texte a été présenté en Conseil des ministres. Un dossier brûlant qui ne satisfait ni la droite ni la gauche et encore moins Delphine Rouillot, la directrice générale de France Terre d'Asile. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, la France est la championne d'Europe en matière de délivrance d'obligations de quitter le territoire. Il y a un quart des obligations de quitter le territoire délivrées en Europe qui sont délivrées par la France. Donc la France délivre des obligations de quitter le territoire qu'elle ne sait pas exécuter. Et ce qu'on est en train de faire, c'est simplement augmenter, multiplier potentiellement le nombre de sans-papiers en France demain. Et vous avez raison de souligner un point. On a aussi une aberration dans notre système qui est qu'on délivre des obligations de quitter le territoire à des gens qu'on ne peut pas expulser. Donc en fait, qu'on laisse dans une précarité et une espèce d'incertitude administrative qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, il y a des Afghans qui sont sous le coup d'obligation de quitter le territoire, qui ne seront jamais renvoyés, mais pour autant qui n'ont pas de papier, donc qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas se loger, et quelque part, on les installe nous-mêmes dans une précarité administrative qui est dramatique. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir et en attendant, continuez à vous informer sur Télé Sud.